Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et aujourd'hui, à l'occasion du salon Museum Connection, le salon parisien qui analyse les enjeux économiques et culturels des musées, nous nous intéressons à un modèle en plein essor, les expositions itinérantes. Quel est le business model derrière de tels projets qui permettent de rentabiliser les coûts de production d'une exposition, prolonger sa durée de vie, diversifier les ressources de revenus des institutions culturelles? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Agnès Ruiz, qui est consultante spécialisée dans les expositions itinérantes et qui travaille actuellement au Muséum d'histoire naturelle de New York. On en parle tout de suite dans Art et Marché. Les exemples sont nombreux. On peut citer par exemple Euphoria, qui a été présentée au Grand Palais, conçue par les équipes de Balloon Museum, une exposition immersive dont les premières éditions ont vu le jour à Rome avant de partir en tournée aux États-Unis puis en Europe. Un autre cas emblématique, Toutankhamon, le trésor du pharaon, véritable blockbuster culturel qui a rencontré un immense succès à Los Angeles, Paris ou encore Londres. Voilà, tout ça, ce sont des expositions itinérantes qui séduisent le public et font recette. Mais derrière le succès, il y a surtout un modèle économique très structuré. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Ruiz. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes consultant spécialisé dans les expositions itinérantes et vous travaillez actuellement avec le Muséum d'histoire naturelle à New York. Alors pour commencer, j'ai cité quelques exemples. Là, vous travaillez avec un musée à New York. Qui sont les acteurs derrière ces expositions itinérantes? Est-ce que c'est des acteurs privés? Est-ce que ce sont des acteurs publics? Qui sont-ils? Alors on va trouver une variété d'acteurs, comme vous le disiez. Donc on peut avoir des acteurs publics ou parapublics. En France, on a des musées très renommés comme la Cité des sciences et de l'industrie, tout ce qui est le Grand Palais, réunion des musées nationaux. Et à l'étranger, mais aussi en France, on va trouver des producteurs privés, souvent des producteurs de spectacles également, et qui se sont, entre guillemets, reconvertis dans les expositions temporaires et itinérantes. Souvent, on va être sur des grandes expositions un peu spectacles. Oui. Et on a également des sociétés privées à l'étranger qui vont aider des musées, comme on parlait tout à l'heure de l'Italie, des musées qui vont aider des musées publics ou privés à valoriser leur collection en organisant et en les aidant à organiser ces expositions itinérantes. Donc il y a vraiment des acteurs privés qui se sont spécialisés dans ce genre d'exposition un peu grand public, qui les font tourner dans tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être à travers un exemple sur lequel vous auriez travaillé au Muséum d'histoire naturelle de New York, sur ce cycle d'une vie d'exposition? Par quoi est-ce qu'on commence quand on travaille sur une exposition itinérante et par quelles étapes, par quels points clés il faut passer? Alors tout d'abord, l'idée vient souvent de nos collègues curateurs, chercheurs, et aussi en charge de développer les expositions, qui vont avoir une idée d'un sujet. Probablement une nouvelle recherche a été faite et c'est important de la mettre en valeur. Ça peut être une petite partie de cette exposition. Donc nous ensuite, on nous apporte différentes idées de sujets et on va creuser un petit peu en lien avec nos collègues du service marketing. Eux vont voir du côté grand public, est-ce que nos visiteurs du musée peuvent aimer ce type d'exposition, ce sujet? Est-ce que ça répond à un besoin? Et nous, côté équipe exposition itinérance, nous allons étudier le marché. Y a-t-il déjà des expositions itinérantes sur ce sujet? Et nous allons également aussi consulter nos meilleurs clients et partenaires qui ont l'habitude d'accueillir nos expositions pour voir si c'est un sujet qui pourrait les intéresser à l'avenir également. Vous avez parlé de clients, justement. Comment est-ce qu'on... Vous faites quoi en fait? Vous leur proposez, vous présentez un projet et vous leur vendez, c'est ça les termes? Vous vendez une exposition? On vend une exposition, oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est vrai que dans le domaine culturel, on est parfois un petit peu mal à l'aise avec des termes comme le marketing, le commercial. Mais je pense que les musées aujourd'hui ont besoin de diversifier leurs sources de recettes. Depuis longtemps, on parle de location d'espace d'un point de vue très commercial et ça ne dérange plus les musées. Donc je pense que les atouts, on va dire que la matière grise créée par les musées et qui se transforme, qu'on retrouve dans les expositions itinérantes,
itinérantes, peuvent être commercialisées. Donc absolument, on leur vend le projet, on propose le projet. Donc parfois, alors c'est vrai que quand on arrive en amont du projet, il n'y a pas d'image à montrer, pas de photos, parfois pas encore de plans ou d'idées. Voilà, donc on essaye de pitcher au mieux voilà, l'exposition, le projet. Mais ensuite, une fois que les expositions existent, de toute façon, on doit trouver d'autres points d'itinérance. Donc là, après, on a des vidéos, des documents pédagogiques, nous, pour expliquer, parce qu'il y a tout un travail fait avec nos équipes éducatives pour montrer voilà, que l'exposition est absolument bien construite, qu'il y a tout un parcours pédagogique qui est proposé. Et donc ça, voilà, ce sont des outils que nous créons, hein, des brochures, des emailings, etc., que nous envoyons à nos clients. Et vous vous adressez, qui sont les clients? Ce sont des musées publics, des espaces d'exposition? Qui sont-ils exactement? Alors nous avons plusieurs clients, mais souvent, notamment en Amérique du Nord, on va dire, qui est les principaux clients aujourd'hui du Muséum d'histoire naturelle de New York. Nous travaillons essentiellement avec des musées. Alors parfois, certains ont des financements publics, mais comme vous le savez, aux États-Unis, on repose beaucoup sur les financements privés, hein, même si on est un musée qui dépend en partie d'une ville, ou etc. On reçoit quand il y a beaucoup de travail sur le mécénat, la philanthropie. Donc on travaille aussi bien avec des musées publics que privés, de diverses tailles, hein. On travaille aussi avec des jardins botaniques, des zoos, puisque nous avons toute une variété d'expositions itinérantes qui se déclinent sur divers formats. Et il nous arrive également de travailler avec des partenaires privés. Nous avons fait des projets en Chine avec un producteur privé qui avait reproduit une de nos expositions et qui l'a fait itinérer ensuite dans plusieurs musées en Chine. Donc voilà, on a vraiment toute une variété de clientèle également. Justement, par rapport au financement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut amortir des projets qu'on a déjà réalisés. Est-ce que ce sont deux financements différents, la production initiale et ensuite la mettre en itinérance? Alors oui, c'est vrai que nous, on travaille énormément en amont avec nos collègues des expositions qui s'occupent de la présentation au sein du musée, puisque les expositions produites par le Muséum d'histoire naturelle de New York le sont avant tout pour une présentation d'une assez longue durée, voilà, au sein du musée à New York. Mais ensuite, effectivement, cela nous permet, comme vous le disiez, d'amortir l'investissement qui a été fait initialement. Pour nous, mais également pour les musées qui accueillent, c'est-à-dire que de louer une exposition sur un temps relativement court, 4 à 6 mois en moyenne, leur coûte moins cher que de produire une exposition totalement sur une durée du début. Voilà, exactement. Donc je dirais, c'est une bonne opération pour tout le monde, puisque voilà, comme je vous le disais, nous, ça nous permet d'amortir nos coûts d'investissement, et pour les musées qui vont accueillir, d'avoir une exposition événement pour beaucoup moins cher qu'une production maison. Quels seraient les coûts, les fourchettes, ou alors en tout cas, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte quand on doit chiffrer une exposition qu'on accueille, par exemple? Alors, pour les personnes qui vont accueillir une exposition, nous, c'est vrai qu'on va définir un tarif de location qui est souvent lié à est-ce que l'exposition est récente, est-ce qu'elle est très technologique. Voilà, donc on prend en compte toutes ces choses-là. Est-ce que le sujet est plus ou moins attractif? Est-ce que c'est une expo grand public, blockbuster, comme on les appelle? Ou est-ce que c'est un sujet plus confidentiel ou de fond? Et pour le musée qui va accueillir, il va y avoir des coûts annexes comme le transport pour faire venir cette exposition qui reste à la charge du musée qui accueille, et également tout ce qui est frais d'installation. C'est-à-dire s'ils ont besoin de louer un matériel type, voilà, c'est à leur charge. Les frais également de logement de nos installateurs, ou voilà, les choses assez classiques. Et également, quand on parle d'aller dans des pays étrangers, tout ce qui est adaptation linguistique, donc voilà, les traductions, réintégrer tout cela dans les multimédias, dans les panneaux graphiques. Donc il y a tout un travail. Et c'est pour ça que nous, en général, on recommande de travailler quand même assez en amont pour avoir le temps de travailler sur toutes ces adaptations. Oui, généralement, c'est prévu assez à l'avance. Alors, on a quelques musées qui se décident au dernier moment, mais souvent, ces expositions itinérantes sont quand même planifiées au moins 2-3 ans à l'avance. Et ce qui est fondamental, j'imagine, c'est quand même donc d'adapter tout le travail qui est réalisé pour adapter l'exposition au lieu de nouvelles implantations. Donc, on pense, j'imagine, ne serait-ce qu'à l'adaptation de l'espace, mais peut-être qu'il y a aussi les nouveaux publics. Quels sont ces points-là d'attention à réaliser quand on change de lieu? Alors c'est vrai que parfois, même si on a des expositions relativement standardisées, j'ai envie de dire qu'on fait un travail d'orfèvre sur chaque expérience. Chaque salle d'exposition est différente, donc nous avons, nous, un designer scénographe dans notre équipe qui va
redessiner, reimaginer l'expérience d'exposition. Donc il arrive parfois que voilà, une zone soit présentée du début à la fin, ou un sens un peu différent de ce qu'on pouvait avoir au musée à New York. Et parfois d'ailleurs, on trouve que la présentation est même parfois mieux ou différente, offre une expérience de visite différente. Vous parliez également des publics, et c'est vrai que chaque lieu d'accueil après va pouvoir s'emparer des matériaux éducatifs ou marketing qu'on leur fournit et adapter à leur public, puisque une publicité, un public à San Antonio au Texas ne réagit pas de la même façon que le public parisien, par exemple, à des outils promotionnels. De la même façon, sur les outils pédagogiques que nous transmettons, les attentes pédagogiques pour un enfant de 8 ans ne sont pas forcément les mêmes selon les pays ou voilà, selon les matières qu'ils étudient à l'école. Donc souvent, nos collègues dans les musées des services éducatifs et médiation adaptent en fait, et parfois même proposent de nouvelles activités et gentiment nous proposent de les proposer. Ça arrive d'un petit peu modifier, de ne pas avoir Absolument. exactement la même chose dans un autre pays. Absolument, absolument. Et c'est absolument nécessaire nous on appelle ça localiser le contenu, et on invite d'ailleurs nos partenaires à le faire. Nous avons une exposition qui s'appelle Mythic Creatures, donc qui est sur les créatures mythiques et voilà, qui parle d'un point de vue historique, mais également artistique, scientifique, voilà, sur tous les mythes qu'on peut connaître. Et cette exposition a été présentée en Floride, et ils ont décidé d'ajouter toute une section avec les spécificités voilà, de Floride. Il y a des mythes particuliers. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et ça enrichit énormément l'expérience de visite. Et pour nous, c'est aussi intéressant puisqu'on apprend de nouvelles choses. Et puis, pour les visiteurs qui viennent voir, je pense que c'est plus facile de se sentir en adéquation avec une exposition, de s'impliquer dans une exposition si ça nous parle, parce que ça raconte quelque chose que l'on connaît. Et vous mesurez après tout cela, comment est-ce que vous mesurez si une exposition est réussie selon vos termes à vous? Alors nous, au sein du musée, pour l'exploitation au sein du musée, souvent c'est tout simplement la fréquentation. Oui. Comme beaucoup de nos confrères dans tous les musées, c'est souvent la fréquentation qui est importante. Nous aussi, on va mesurer le taux de capture, c'est-à-dire quelle exposition va être choisie plutôt qu'une autre offre au sein du musée. Donc on le voit sur certaines expositions, des expositions T-Rex, souvent on a un très bon taux de capture dans ces cas-là, puisque même si les visiteurs vont venir visiter globalement le musée, ils vont choisir en plus spécifiquement d'acheter un billet pour cette exposition-là. Donc ça, nous, c'est une bonne mesure de succès. Et tout simplement, je dirais, nous, d'un point de vue itinérant, c'est la longévité. C'est-à-dire qu'il y a des expositions qu'on nous demande année après année. Voilà, certaines expositions maintenant, notamment cette exposition sur les mythes dont je vous parlais, presque 20 ans. Et elle tourne encore là, bien sûr. Vous l'adaptez voilà, on l'adapte. On le mettez à jour. Voilà, exactement. Elle est très bien entretenue par nos collègues opérationnels. Mais voilà, c'est des sujets voilà, qui suscitent toujours de l'intérêt. Donc pour nous, c'est un vrai gage de succès quand on a des expositions qui ont une belle durée de vie. Ça peut être infini, en fait. Absolument. Eh bien, merci beaucoup Agnès Ruiz. Je rappelle que vous êtes consultante spécialisée dans les expositions itinérantes. Vous travaillez actuellement pour le Muséum d'histoire naturelle à New York. Merci beaucoup de nous avoir donné plus de détails sur cet écosystème. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.